Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la rétrospective environnementale. Tout de suite, le sommaire. Au Togo, les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ont pris part à un atelier organisé à Kara par l'Agence nationale de la météorologie. L'objectif était de renforcer leur capacité en matière d'utilisation des informations météorologiques dans leurs domaines respectifs. Au Bénin, la commercialisation des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques est désormais interdite sur toute l'étendue du territoire. Cette décision est prise pour protéger l'environnement et la santé humaine. Enfin, une baisse de plus de 22% sur les prix des engrais en 2024-2025. C'est la déclaration faite par le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Au Togo, les représentants des communes, groupements et chefs cantons des préfectures de Bamono, Amou, Vo, Yoto et Zio ont pris part à un atelier de formation à l'école du Code foncier et domanial à Lomé. C'est une initiative du réseau d'associations Inades Formation. Elle vise à renforcer les capacités des femmes rurales sur les stratégies de protection des droits fonciers au niveau local. Irène Papadina pour plus de précisions. Dans le cadre du projet Égalité des genres par l'agroécologie, mené par les femmes en Afrique de l'Ouest égale AO, un atelier de formation a eu lieu du lundi au mercredi dernier à l'école du Code foncier et domanial à Lomé. Cette initiative de 3 jours vise à renforcer les capacités des femmes rurales sur le code foncier et domanial, ainsi que sur les stratégies de protection des droits fonciers au niveau local. Dans un contexte où la gestion foncière pose d'énormes problèmes, notamment l'accès à la terre pour les femmes, qui représentent plus de 56% de la population agricole au Togo, le président du conseil d'administration d'Inades Formation, M. Sabi Kofi Yaton, souligne que le code foncier et domanial en vigueur depuis 2018 propose des solutions qui doivent être appliquées. Il est à noter que le projet IAGAL AO, porté par l'Inades Formation, couvre 5 communes, à savoir Amou 3 dans la région des Plateaux, Bamono 2, Vo 3, Yoto 2 et Zio 1 dans la région maritime. De même, cet atelier vise à diffuser, à faire connaître et à mettre en œuvre ces solutions du code foncier et domanial au niveau local. Les participants, notamment les responsables municipaux, les chefs de canton, les leaders locaux, les organisations agricoles et les groupes féminins, seront ainsi équipés pour traduire ces mesures dans la pratique et promouvoir une égalité des genres effective dans le secteur agricole et rural. Le projet sensibilise et renforce les capacités des groupes de femmes rurales afin qu'elles puissent mieux défendre leurs droits, améliorer les moyens de subsistance des femmes en garantissant leurs droits à la terre et aux ressources, en construisant et en développant des systèmes alimentaires résilients au climat et en adoptant des technologies et pratiques appropriées et résilientes au climat. L'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, a organisé un atelier de formation les 15 et 16 mai dernier à Kara. La rencontre a permis aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs de renforcer leurs capacités en matière d'utilisation des informations météorologiques. Viva Samana nous en dit plus. L'Agence nationale de la météorologie du Togo avance dans sa stratégie de diffusion et de compréhension des informations météo. Elle aide les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs à mieux se servir des informations à travers un atelier qu'elle a organisé les 15 et 16 mai dernier à Kara. Au niveau de chaque pays, il y a les activités que les structures en gestion des inondations doivent mener pour renforcer la capacité des acteurs pour la compréhension et l'amélioration des terminologies que utilisent les services météo, hydrologiques et gestion des catastrophes pour que les informations qu'ils élaborent, ils puissent l'appliquer, l'utiliser dans leur domaine respectif. Donc c'est dans ce cadre-là que la météo a organisé cet atelier. Cet atelier
s'inscrit dans l'exécution du projet Intégrer la gestion des inondations et sécheresses et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Le dit projet favorise l'édition de 2 différents bulletins pour permettre aux acteurs agricoles de mieux comprendre les enjeux climatiques auxquels ils seront confrontés. Il y a le bulletin pour la prévision des inondations, surtout fluviales. Il y a le fleuve Oti qui traverse tout le Togo. Donc tous ceux qui sont dans le lit du bassin, ils doivent avoir l'information. Est-ce que le fleuve va déborder ou pas, surtout pendant la saison pluvieuse. Donc il y a un bulletin qu'on a déjà commencé par mettre en place depuis fin d'année 2023 pour ces acteurs-là. En dehors de ça, dans le bassin, il y a aussi les cultivateurs. Quand les gens cultivent là, quels sont les aléas qui peuvent endommager ces cultures-là? Donc il y a un bulletin de suivi de la sécheresse qui est élaboré également. Ils sont en test en juin. On aura fait le lancement officiel de la diffusion de ces informations-là qui vraiment va aider ces producteurs. Notons que l'atelier de Kara a réuni les éleveurs, pêcheurs et agriculteurs des régions des savanes, Kara, centrale et plateau ouest du Togo. Pour la campagne agricole 2024-2025, le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, a promis des engrais en quantité suffisante et à un prix accessible aux agriculteurs. C'était lors de sa visite à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales de Dakar. Voyons cela avec Irène Papadina. Au Sénégal, avec un budget de 120 milliards de francs CFA alloué à la campagne agricole de cette année, une baisse de plus de 22% est mise en œuvre sur les prix des engrais. Une réduction qui concerne également la filière tomate avec une baisse de 19%. Cette année, la sélection des fournisseurs d'engrais a été soumise à un appel d'offres, ce qui a permis d'accéder à cette baisse. Le prix d'engrais baissera comparativement aux 3 dernières années. Pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, le gouvernement sénégalais affirme son intention de renforcer les investissements dans le secteur agricole tout en s'engageant davantage dans la gouvernance afin d'assurer des résultats tangibles. Le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, compte renforcer les investissements dans la gouvernance afin d'avoir des résultats concrets et satisfaisants dans le domaine de l'agriculture. Au Sénégal, les défis de la souveraineté alimentaire persistent, notamment en raison de la dépendance élevée aux importations alimentaires, des impacts des changements climatiques sur la production agricole et des difficultés d'accès aux ressources pour les petits agriculteurs. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, le secteur agricole emploie près de 60% de la population et contribue à 17% au produit intérieur brut du pays. Le gouvernement béninois interdit l'importation et la distribution de toute boisson alcoolisée conditionnée en sachet plastique. La décision vise à assurer la protection de l'environnement et aussi le bien-être des citoyens. Suivant. Plus de place pour les boissons alcoolisées conditionnées en sachet plastique au Bénin. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, a prononcé l'interdiction de la production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachet plastique sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'application des présentes dispositions sont considérées comme boissons alcoolisées les boissons obtenues par distillation ou par fermentation telles que le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale ou industrielle qui contiennent de l'éthanol. La ministre a également désigné les départements ministériels du commerce, de la santé, des finances et de l'intérieur pour veiller à l'application stricte de cette interdiction. Cet arrêté abroge toute réglementation antérieure contraire et entre en vigueur à compter de sa publication au journal officiel. Il convient de souligner qu'au Bénin, surtout dans le nord du pays, les boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sont la cause de nombreuses maladies et de décès des jeunes. En décembre 2017, il a été interdit l'usage des sachets plastiques, soutenant ainsi le passage à des emballages réutilisables. Il en découle que cet arrêté a été signé non seulement pour préserver la santé humaine, mais aussi pour reprendre d'une part le contrôle sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en vue d'un environnement sain.
iCity Power M, c'est le nouveau système hybride de gestion de l'énergie de l'entreprise chinoise de technologie Huawei. Il a été lancé à Yaoundé lors du premier forum national sur les énergies renouvelables par le ministère camerounais de l'eau, de l'énergie et l'entreprise Huawei. Alexandra Adekambi nous en dit plus. Vulgariser et promouvoir les énergies renouvelables au Cameroun, le taux global d'accès à l'électricité en 2023 était estimé à 71% selon le ministère de l'eau et de l'énergie, soit 90% en zone urbaine et 40% en milieu rural. En termes de rendement et de réduction des coûts, notre solution solaire hybride peut aller jusqu'à 70% d'économie sur la consommation d'énergie à travers l'opérateur majeur du secteur de l'électricité au Cameroun, Eneo, contrairement au système conventionnel, indique Huawei. L'électricité économisée pourra être utilisée pour renforcer l'alimentation en zone rurale, où la précarité énergétique est davantage accentuée et fournit une alimentation de secours fiable et stable pour les résidences, les appartements, les bureaux en milieu urbain. Une telle solution permettra d'améliorer le taux d'accès à l'électricité à partir des énergies renouvelables. L'objectif de notre pays dans le secteur de l'énergie est d'atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici à 2035, soit 25% de l'énergie renouvelable, contre 5% actuellement, majoritairement le solaire, a indiqué le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Elondjo Essomba, lors de ce forum sur les énergies renouvelables au Cameroun, qu'il a présidé accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement. Le gouvernement camerounais prévoit aussi de réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Pour atteindre l'objectif de 25% d'énergie renouvelable dans son mix électrique d'ici à 2035, le Cameroun met en œuvre plusieurs autres projets, notamment les centres solaires de Maroua et Guidé de 39 MW crête inaugurés en septembre 2023. Pour mémoire, ce pays d'Afrique centrale dispose d'une capacité installée de 1,75 GW produite à partir de centrales hydroélectriques et de centrales thermiques très polluantes et coûteuses en termes d'exploitation et d'entretien. Si l'état des lieux et les projets en cours ont permis de voir que la question de la transition énergétique est effectivement prise en compte au Cameroun, notamment à travers des exposés et des analyses, il reste des défis à relever. Il s'agit notamment du financement des start-up ainsi que de petites et moyennes entreprises opérant dans ce secteur de l'énergie. Le second défi est celui de la formation. La conscience environnementale, qui est le troisième défi, pourrait évoluer et déboucher sur la synergie d'action décrite et espérée par le gouvernement du Cameroun. La prise en compte de ces facteurs pourrait permettre d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables nécessaires au déploiement socio-économique dans ce pays peuplé d'environ 29 millions d'habitants. La Natura Oilfield Services Limited, une société nigériane de pétrole et de gaz, signe un protocole d'accord avec l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Enga pour la construction d'un barrage. D'une capacité de 7000 MW, ce barrage sera construit dans les mois à venir sur le site d'Enga, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Reportage. L'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Enga du Congo a annoncé dans un communiqué la signature d'un protocole d'accord avec la société Natura Oilfield Services Limited, une société du Nigeria spécialisée dans la production, l'exploration et le développement du pétrole et du gaz. Selon cette convention, la société Natura Oilfield Services Limited s'est engagée à mener des études techniques, environnementales, sociales et financières pour la construction d'un barrage hydroélectrique de 7000 MW au Congo. Ce projet vise aussi l'accroissement du taux d'accès à l'électricité et le renforcement du tissu économique en République démocratique du Congo, ce qui constitue pour les parties prenantes une étape importante dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
En plus de la production énergétique, ce projet prévoit également la construction d'une fonderie d'aluminium capable de produire 4 millions de tonnes par an, une raffinerie d'aluminium d'une capacité de 8 millions de tonnes par an et un terminal portière pour faciliter l'importation des équipements et des matières premières. Selon le communiqué, la mise en œuvre des projets contenus dans le protocole d'accord favorisera la création d'environ 50 000 emplois directs et indirects pour la population congolaise. Le potentiel hydroélectrique du site d'Enga est de 44 000 MW, dont 1 775 MW déjà installés à Enga 1 et Enga 2. Le Grand Enga est une série de barrages qui sont proposés sur la partie inférieure du fleuve Congo. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle usine de valorisation des déchets de cuivre et d'aluminium est implantée au Maroc par la société Aluminium Products Company. Elle sert à dynamiser les opérations de recyclage de la dite société. Alessandra Adekambi nous en dit plus. La nouvelle usine de valorisation des déchets de cuivre et d'aluminium de la société Aluminium Products Company (Alucop) a été inaugurée le 30 avril 2024 et c'est Bereshid qui a été choisi pour abriter cette installation. Cette province marocaine est dotée d'une zone industrielle d'une superficie de 412 hectares avec 104 unités industrielles dans divers secteurs, à savoir l'électricité, l'agroalimentaire, le textile, la mécanique, la cosmétique ou encore l'agriculture. L'unité de recyclage a été inaugurée en présence du ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, qui estime que la mise en œuvre de ce projet traduit une vision royale qui veut faire de l'émergence d'une nouvelle économie verte un véritable gisement de croissance et de dynamisme. La nouvelle usine de la société jordanienne Alucop, spécialisée dans la transformation des métaux, permettra donc la fabrication d'anodes en cuivre, soit une capacité de 5 000 tonnes par an, de 4 000 tonnes de fil machine en cuivre par an, de billettes en cuivre pour capacité annuelle de 2 500 tonnes, de billettes en laiton de 12 000 tonnes et de billettes en aluminium de 5 000 tonnes sur la même période, de 12 000 tonnes de barres de laiton en 12 mois et de lingots d'aluminium. La gestion durable de ces déchets devait permettre de réduire la pollution par déchets métalliques dans ce royaume d'Afrique du Nord. Si au Maroc, une grande partie de ces métaux est valorisée, le recyclage étant plus économique et écologique que l'extraction directe des minerais. Le renforcement de cette démarche pourrait éloigner tout risque de dégradation de l'environnement et risques sanitaires pour l'homme. La mise en place de cette unité de recyclage a nécessité un investissement de 95 millions de dirhams marocains et permis la création de 110 nouveaux emplois directs et la génération d'un chiffre d'affaires additionnel de plus de 700 millions de dirhams à Alucop, fondée en 1975 et dont le siège social se trouve à Dammam en Arabie Saoudite avec une usine supplémentaire à Jeddah. L'entreprise serait d'ailleurs la première société d'extrusion d'aluminium de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'usine de Bereshid a été construite dans le cadre de la convention d'investissement signée entre le Royaume marocain et Alucop en novembre 2020, fruit de la mise en œuvre du contrat de performance des écosystèmes du secteur des industries métallurgiques et mécaniques, signé 4 années plus tôt, c'est-à-dire le 2 mai 2016. La construction du plus grand parc solaire de la Tunisie est lancée dans le gouvernorat de Kairouan. Ce projet est développé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'entreprise émirienne Amea Power. Il permettra à la Tunisie d'équilibrer son niveau en matière de déploiement des énergies renouvelables. Alessandra Adekambi. En 2021, les énergies renouvelables ne représentaient que 3% du mix électrique de la Tunisie. Cette part pourrait augmenter d'ici à 2025 avec la mise en service prévue de la centrale solaire de Kairouan. Son chantier a été lancé récemment par le producteur indépendant d'électricité émirien Amea Power lors d'une cérémonie à laquelle a pris part Fatma Tabet Chibout, la ministre tunisienne de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.
Il s'agit d'une étape importante pour Amea Power puisque nous posons la première pierre du premier projet solaire à financement privé du pays, ouvrant ainsi la voie à une Tunisie plus verte, a déclaré Youssef El Noué, le président d'Amea Power qui développe le projet solaire de Kairouan dans le cadre d'un partenariat public-privé, en vertu duquel l'électricité produite sera vendue à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG. La centrale solaire construite à Met Basta affichera une capacité de 120 MW crête, soit la plus grande centrale solaire de la Tunisie. Après le développement, la mobilisation financière et la construction, la centrale sera exploitée par le véhicule spécial Kairouan Solar Plant, entièrement détenu par Amea Power. L'entreprise basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis construit cette infrastructure électrique grâce à une dette de 86 millions de dollars financée par la Banque africaine de développement BAD et la Société financière internationale SFI, la filiale du groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé. Outre la fourniture d'une électricité propre à la STEG pendant 20 ans, la centrale permettra de compenser les émissions de 117 000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. Cette production annuelle est estimée à 222 gigawatts-heure, de quoi alimenter 43 000 foyers tunisiens en électricité. Il faudra toutefois attendre le 4e trimestre 2025 avant la production des premiers mégawatts. La construction de cette centrale permettra à la Tunisie d'amorcer sa transition énergétique. Le pays est considéré à juste titre comme le mauvais élevé en matière de développement des énergies renouvelables, malgré la volonté politique affichée ces dernières années. Par exemple, le projet de Kairouan a été confié à Amea Power en 2020. Il entre dans sa phase de construction après 4 ans de développement, un temps long quand on sait que la Tunisie dépend 97% du gaz naturel pour la production de son électricité. Pour Mohamed Chorfi, spécialiste en droit des affaires, le retard observé depuis le lancement du plan solaire tunisien en 2015 est dû au cadre réglementaire régissant le développement des énergies renouvelables qui manque de clarté et de transparence pour les acteurs nationaux et internationaux. De plus, le blocage du raccordement des centrales de production d'énergie renouvelable par la STEG a fait perdre à la Tunisie des millions de dollars d'investissements non réalisés, pour l'essentiel en devises pour l'État, et a largement entamé la confiance des investisseurs et des développeurs. Et pour toutes ces difficultés, les projets lancés dans le cadre de contrats conclus par la STEG sont jugés à risque par les banques et sont difficilement finançables, explique l'avocat. La Tunisie était pourtant bien partie pour devenir une puissance énergétique de la sous-région Afrique du Nord avec un potentiel solaire exploitable estimé par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie entre 340 et 844 gigawatts. Pour l'heure, Tunis veut produire 35% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. La British International Investment et le Fonds nordique du développement investissent 29,5 millions de dollars dans les technologies d'assurance climatique. Ces fonds serviront à atténuer les menaces du dérèglement climatique auxquelles sont confrontées les populations rurales en Afrique. Pour en parler, Alexandra Adekami. Les épisodes de sécheresse et d'inondation qui se succèdent dans plusieurs pays africains touchent les entreprises et les petits exploitants agricoles qui jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire. Entre autres réponses à ces catastrophes figure l'assurance climatique qui est encore au stade embryonnaire de son développement sur le continent. Afin d'accélérer au déploiement de cette solution, 2 institutions de financement du développement choisissent de financer les approches basées sur la technologie. Il s'agit de la British International Investment, BII, et le Fonds nordique de développement, FND, qui injecte 29,5 millions de dollars dans le deuxième fonds d'investissement ISU Résilience, IIF2. Une initiative conjointe de la Banque allemande de développement et de la société d'investissement Blue Orchid Finance basée à Zurich en Suisse. Sur le financement annoncé, 15 millions de dollars sont apportés par la BII. Pour sa part,
Le FND accorde 13,5 millions de dollars ainsi qu'une subvention de 1 million de dollars pour le mécanisme d'assistance technique du fonds IIF2. Les investissements du FND et de la BII portent à 90 millions de dollars les fonds déjà mobilisés par IIF2 sur un objectif de 100 millions de dollars. Sa clôture finale est prévue pour le second semestre 2024. IIF2 fournit des produits d'assurance qui offrent une couverture contre les chocs et les catastrophes climatiques. Le fonds investit également dans la chaîne de valeur de l'assurance climatique, des compagnies d'assurance traditionnelles aux fournisseurs de technologies et de services. Le mécanisme soutient ainsi le développement de la sûreté qui regroupe les entreprises opérant sur le marché de l'assurance avec l'aide d'outils technologiques numériques et digitaux. IIF2 a par exemple participé à un tour de table de 20 millions de dollars lancé par la Sutech Pula, basée à Nairobi au Kenya. Cette levée de fonds de série B, à laquelle a également pris part la Société financière internationale SFI et la Fondation Bill et Melinda Gates, vise à couvrir l'élevage du bétail particulièrement affecté ces dernières années par la sécheresse dans la Corne de l'Afrique et du Sahel. Les produits d'assurance de la start-up ont déjà bénéficié à au moins 15,8 millions d'agriculteurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et pour terminer, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a mis en place des mesures d'anticipation pour atténuer les phénomènes météorologiques extrêmes au cours des 2 dernières années. Ces actions ont favorisé la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de plus de 1,6 million de personnes dans 23 pays. Voyons cela avec Léon Sabou. Déclaré en juillet 2023, l'épisode El Niño est prévu durer jusqu'en mi-2024. Ce phénomène actuel est l'un des 5 plus violents jamais enregistrés et ces extrêmes climatiques ont touché entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde, principalement en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, dans le Pacifique, ainsi que l'Afrique australe et orientale. En utilisant une modélisation basée sur les précédents phénomènes météorologiques provoqués par El Niño, l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a déclaré avoir rapidement agi pour atténuer ces effets entre 2023 et 2024. Elle a en effet, avec les gouvernements et les partenaires, réalisé des actions d'anticipation dans les pays à risque. Des mesures prises sur le terrain comprennent la distribution en temps opportun de semences résistantes à la sécheresse et à la construction de collectes d'eau dans le corridor sec en Amérique centrale, la réparation des points de rupture des berges de rivières en Somalie pour protéger 40 000 hectares de terres cultivées des inondations attendues et des programmes de protection sociale pour aider les cultivateurs vulnérables avec une aide en espèces avant la sécheresse aux Philippines. Ces interventions ont été très bénéfiques aux populations vulnérables exposées, a déclaré Dunia Djouanovic, responsable principal des urgences et de la réhabilitation de la FAO. Les évaluations de cette organisation montrent que les actions anticipatives constituent un moyen rentable de protéger les populations contre les chocs. Chaque dollar investi peut générer pour les familles agricoles un retour sur investissement de plus de 7 dollars en pertes évitées et en avantages supplémentaires. Djouanovic a souligné que le succès des actions d'anticipation de la FAO pendant El Niño ne sont toujours pas à une échelle suffisante pour éviter l'ampleur de la crise et que de telles actions devraient être reproduites de toute urgence et considérablement intensifiées lorsque l'alerte précoce et les prévisions montrent que les populations vulnérables sont exposées aux intempéries et aux chocs climatiques. Après l'affaiblissement d'El Niño, un autre phénomène climatique saisonnier provoquant des événements météorologiques extrêmes, dénommé la Niña, pourrait encore aggraver l'insécurité alimentaire. Les impacts de la Niña devraient être perceptibles dans certaines régions au cours du second semestre 2024, a déclaré Djouanovic, qui appelle à prendre des mesures pour mieux anticiper, atténuer et réagir en conséquence. Elle souligne que les communautés touchées par des événements météorologiques extrêmes, y compris ceux provoqués par
le changement climatique sont souvent des populations déjà touchées par de multiples crises ayant entraîné des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Elle ne manque pas de rappeler que, dans de nombreux cas, ceux qui sont déjà vulnérables risquent de perdre leurs moyens de subsistance. Une action anticipative est donc cruciale pour atténuer le risque d'impact de tels chocs sur ces communautés en première ligne. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.